Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est sans doute un attentat. Personne ce soir ne peut se prononcer avec certitude sur les causes de l'explosion d'hier soir à bord du Capitole, le train Paris-Toulouse, mais d'ores et déjà, l'information judiciaire ouverte par le parquet de Limoges a exclu en fin d'après-midi l'hypothèse d'un accident. Elle retient celle de la destruction volontaire, entre guillemets. Cet accident représente donc l'attentat le plus grave contre un train en France et il inquiète. Le Premier ministre a reçu d'ailleurs cet après-midi le ministre des Transports, Charles Fitterman, qui s'était rendu sur place, et celui de l'Intérieur, Gaston Defferre, qui a décidé de prendre un certain nombre de dispositions dans les gares et dans les trains. Mais avant toute chose, les faits, avec Jérôme Camilly. Hier soir, vers 20h40, le Capitole, lancé à 140 km/h, est secoué par une énorme déflagration. Il se trouve alors à 18 km de Limoges. Des tôles broyées, les pompiers, les services de gendarmerie et les sauveteurs bénévoles vont retirer 5 corps, pour la plupart mutilés, et 29 blessés plus ou moins gravement atteints. Des sièges arrachés et des tôles broyées sont éparpillés sur le ballast jusqu'à 200 mètres à la ronde. Le wagon numéro 17 s'est ouvert comme une boîte éclatée et une vaste déchirure s'ouvre sur le côté droit. Tout d'un coup, j'ai entendu une explosion terrible et la fenêtre d'à côté, à ma droite, quoi, a explosé, quoi, et ce qui est curieux, c'est que j'ai été blessé de ce côté-là, voyez-vous. Alors je perdais mon sang en abondance, j'avais bien peur que ce soit l'artère qui soit... On a vu 5 morts, les 2 ici et 3 dans le wagon là-haut. Et les blessés? Oh, environ une douzaine. Je me suis couché parce que j'attendais que le train va dérailler. Quand ça n'est pas arrivé, je me suis levé aussitôt et je me suis précipité dehors. Et là, j'ai vu je suis arrivé dans le wagon, celui-là. Oui, on a sorti les premiers. Et vous avez blessés. entendu des gens qui se plaignaient? Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? le premier secours, on a fait ce qu'on pouvait. Il y avait les gens qui saignaient. On a dégagé une dame qui était sous une banquette avec la jambe coincée. On a sorti. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. Tandis que le wagon déchiqueté était remorqué sur une voie de garage, les lieux de l'accident étaient très vite déblayés pour ne pas gêner le trafic ferroviaire très dense sur cette ligne. Accident, acte politique, geste criminel, tout est envisagé par les enquêteurs. On parle beaucoup ici d'une altercation entre 2 hommes qui se seraient réfugiés dans le wagon-restaurant quelques minutes avant que la bombe n'explose. Mais dans les médias, les enquêteurs en sont réduits à quelques hypothèses. Les gendarmes ne négligent aucun détail. Chaque pouce de terrain est systématiquement fouillé. Des papiers personnels ont été récupérés, déchirés, broyés par l'explosion. La question que l'on se pose également, la charge explosive visait-elle vraiment le Capitole et ses 300 passagers, ou bien la bombe était-elle destinée à un autre objectif? Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a un souffle très violent, des projections vers le haut du wagon et soufflées vers la partie arrière du wagon. Et vraisemblablement un effet de souffle, puisque l'on voit en particulier la cabine, si vous voulez, qui a été vraisemblablement soufflée. Donc il s'agit vraisemblablement d'une valise contenant une certaine charge d'explosifs qui a été placée à cet endroit du wagon. Carlos ou Johnny ou Salem, ses 2 autres surnoms, s'appelleraient Vladimir Ilitch Sanchez. Ici, il se trouve sur l'aéroport d'Alger après la prise d'otage des ministres de l'OPEP à Vienne en décembre 1975. Carlos, au début je l'avais pris pour un mafioso italien, a raconté un de ses anciens complices. Puis il m'est apparu comme une sorte de James Bond. Il serait originaire d'une grande famille vénézuélienne, parlerait 6 langues, vivrait dans l'opulence. Il ferait payer très cher ses services de mercenaire. Un homme ou des hommes auxquels on attribue de nombreuses actions. En France, il apparaît pour la première fois en juin 1975 à l'occasion d'une fusillade rue Toulier à Paris. À son domicile, il abat 2 inspecteurs de la DST. C'est la première fois que l'on évoque l'organisation de la lutte armée arabe, celle-là même qui revendique le double attentat de samedi soir. Le 15 août 1975, on évoque le nom de Carlos dans l'attentat du pub Saint-Germain qui fait 2 morts et 33 blessés. Des représailles contre l'État français qui refusait de libérer les membres d'un commando qui avait attaqué l'ambassade de France à La Haye quelques mois plus tôt.
Le 29 mars 1982, on voit sa main derrière l'explosion qui tue 5 personnes et fait 27 blessés dans le Capitole. Cet attentat ne sera jamais revendiqué, mais Carlos avait auparavant adressé à Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, un ultimatum authentifié exigeant la libération de Magdalena Kopp et Bruno Breguet sur cette photo, 2 membres de son organisation. Le 27 mars, le délai de l'ultimatum est écoulé. Le 29, le Capitole est plastiqué. Carlos revendique l'attentat contre la Maison de France à Berlin qui fait 1 mort et 23 blessés le 25 août 1983. S'agit-il de Carlos terroriste professionnel ou d'une organisation qui utilise ce nom? La question se pose à nouveau pour les 2 attentats de samedi. Voici Illich Ramirez Sanchez dit Carlos, le terroriste numéro 1. Il a à son actif un palmarès sans égal. 1974, prise d'otage de l'ambassade de La Haye. 15 septembre 1974, attentat au drugstore Saint-Germain à Paris, 2 morts, 30 blessés. Décembre 1975, prise d'otage des ministres de l'OPEP à Vienne. Après cet attentat, il se réfugie à Alger où on le voit sur cette photo. Toujours en 1975, à Paris, 2 inspecteurs de la DST et un de leurs informateurs sont abattus rue Toulier, toujours Carlos. Et puis, plus récemment, le 29 mars 1982, l'explosion dans le Capitole. 5 morts, 27 blessés. S'il n'a pas revendiqué cet attentat, Carlos avait auparavant adressé à Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, un ultimatum exigeant la libération de 2 terroristes arrêtés à Paris. Le 27 mars, le délai de l'ultimatum est écoulé. Le 29 mars, c'est l'explosion du Capitole. Autant de faits et de présomptions qui expliquent pourquoi les policiers prennent très au sérieux la revendication par l'organisation de la lutte armée arabe des attentats de la Saint-Sylvestre. Organisation d'ailleurs dont faisait partie Carlos. Mais c'est l'organisation qui a revendiqué ces attentats, pas Carlos lui-même. Alors peut-on attribuer ces attentats au terroriste numéro 1 ou est-ce une paternité un peu forcée? C'était le 22 avril 1982, rue Marbeuf, à 9h du matin. Une voiture bourrée d'explosifs, 1 mort, 63 blessés. Auteur présumé de l'attentat, Carlos. Sa compagne, Magdalena Kopp, comparaissait quelques heures plus tard devant un tribunal correctionnel à Paris. Le 7 juin dernier, Jean-Louis Bruguière, dans le cadre de son instruction sur cet attentat, lance un mandat d'arrêt contre le terroriste. Un premier mandat d'arrêt avait déjà été lancé sans succès le 9 janvier 1976. Quelques mois après le meurtre rue Toulier à Paris de 2 inspecteurs de la DST. Les 2 hommes étaient venus arrêter Carlos. Carlos les a abattus. Aux côtés de Charles Pasqua, cet après-midi, le patron actuel de la direction de la surveillance du territoire n'avait pas oublié. Une fidélité au souvenir de ceux qui sont morts, de celui qui a été blessé, une fidélité aux veuves, aux orphelins et un gage de professionnalisme. C'est quelque chose de très important pour la DST, et surtout en cette année du 50aire de ce service. Bon anniversaire pour la DST, mais une année à venir, a priori difficile pour la justice. Le 1er juin 1992, Carlos avait été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Selon le droit français, il doit à présent être rejugé par la Cour d'assises de Paris, uniquement composée de magistrats, une formation spéciale pour les affaires de terrorisme. En attendant le procès, la France doit-elle craindre d'autres attentats? Réponse de M. Pasqua. Je ne le sais pas, c'est possible, mais je ne le crois pas. De toute façon, il est normal qu'un pays qui a été victime d'un certain nombre d'attentats terroristes et dont un certain nombre de citoyens ont été assassinés fasse en sorte que le responsable de ces attentats soit traduit devant la justice. Dès demain, Carlos sera présenté au juge Bruguière, l'homme à la pipe, qui rentre de vacances et qui devra le mettre en examen dans le cadre de l'attentat de la rue Marbeuf, en attendant sûrement de réouvrir d'autres informations contre le terroriste pour tous les autres attentats qu'il a vraisemblablement commis en France. Quoi qu'il en soit, cette arrestation représente la revanche patiente de la DST qui suivait Carlos à la trace depuis près de 20 ans après l'assassinat à Paris de 2 policiers de ce service. Récit Claude Sampère. La traque de Carlos, elle commence en France le 15 septembre 1974. Une grenade explose, boulevard Saint-Germain au drugstore. 2 morts,
34 blessés. Le premier attentat signé Carlos en France. Un an plus tard, 3 inspecteurs de la DST se présentent à la porte d'un appartement rue Toulier au numéro 9 dans le quartier latin. Carlos est là. Il abat froidement 2 inspecteurs d'une balle en pleine tête et blesse grièvement le 3e. Tous les services français se mobilisent. Il faut loger Carlos et le neutraliser. Quand j'ai donc confié ça au service Action, le service Action était dirigé par un homme remarquable, un officier remarquable, qui était le général de Marolles, qui est maintenant à la retraite. Et il a lui-même nommé dans cette mission de chasse, comme chef de cette opération tout à fait spéciale, un officier remarquable qui est l'homme, dans le fond, qui vient de capturer Carlos, car il le traque depuis 20 ans, c'est le général Philippe Rondeau. Le général Philippe Rondeau, un homme très secret, aucune photo n'existe de lui. Spécialiste du terrorisme moyen-oriental, c'est lui qui retrouve Carlos ici au Soudan au début de l'année. Il le file à plusieurs reprises et c'est lui-même qui prend ses photos du terroriste. Après, mystère. Lors de sa conférence de presse hier, Charles Pasqua a livré très peu de détails sur l'arrestation et sur le transfert de Carlos. L'acheminement de Carlos vers Paris a alors été organisé. La DST s'est assurée de sa personne à son arrivée à Villacoublay. Et les autorités judiciaires ont été immédiatement informées. Dès aujourd'hui, Maître Ousset dit qu'un avocat de Carlos n'hésite pas à parler d'enlèvement. Selon lui, Carlos a été drogué, ligoté pendant 12 heures et accompagné dans l'avion par des agents de la DST cagoulés qu'il a reconnus à la voix. Au ministère de l'Intérieur, on refuse toute polémique, pas de commentaires. Les conditions du transfert de Carlos sont classées secret défense. La traque de Carlos, elle commence en France le 15 septembre 1974. Une grenade explose, boulevard Saint-Germain Drugstore. 2 morts, 34 blessés. Le premier attentat signé Carlos en France. Un an plus tard, 3 inspecteurs de la DST se présentent à la porte d'un appartement rue Toulier au numéro 9 dans le quartier latin. Carlos est là. Il abat froidement 2 inspecteurs d'une balle en pleine tête et blesse grièvement le 3e. Tous les services français se mobilisent. Il faut loger Carlos et le neutraliser. Quand j'ai donc confié ça au service Action, le service Action était dirigé par un homme remarquable, un officier remarquable, qui était le général de Marolles, qui est maintenant à la retraite. Et il a lui-même nommé dans cette mission de chasse, comme chef de cette opération tout à fait spéciale, un officier remarquable qui est l'homme, dans le fond, qui vient de capturer Carlos, car il le traque depuis 20 ans, c'est le général Philippe Rondeau. Le général Philippe Rondeau, un homme très secret, aucune photo n'existe de lui. Spécialiste du terrorisme moyen-oriental, c'est lui qui retrouve Carlos ici au Soudan au début de l'année. Il le file à plusieurs reprises et c'est lui-même qui prend ses photos du terroriste. Après, mystère. Lors de sa conférence de presse hier, Charles Pasqua a livré très peu de détails sur l'arrestation et sur le transfert de Carlos. L'acheminement de Carlos vers Paris a alors été organisé. La DST s'est assurée de sa personne à son arrivée à Villacoublay. Et les autorités judiciaires ont été immédiatement informées. Dès aujourd'hui, Maître Ousset dit qu'un avocat de Carlos n'hésite pas à parler d'enlèvement. Selon lui, Carlos a été drogué, ligoté pendant 12 heures et accompagné dans l'avion par des agents de la DST cagoulés qu'il a reconnus à la voix. Au ministère de l'Intérieur, on refuse toute polémique, pas de commentaires. Les conditions du transfert de Carlos sont classées secret défense. Paris et Carlos, 2 vieilles connaissances. Un Paris qu'il connaît bien, un Paris où il vit. C'est en 1974 qu'il y laisse ses premières traces sanglantes. 15 septembre, une grenade au Docteur Publicis, boulevard Saint-Germain, 2 morts, 34 blessés. 20 ans plus tard, les mémoires sont intactes. Au début, on a cru que c'était une bombe parce que ça avait tout tremblé partout. Puis en vérité, on a su après que c'était une grenade, quoi. Et alors là, on a commencé à organiser des soins, quoi. Les gens qui sortaient blessés et tout, quoi. On a commencé à faire des garrots partout. Carlos refait parler de lui quelques mois plus tard. Janvier 75, il signe 2 attentats à Orly contre les avions de la compagnie d'El-Lal. Mais Carlos n'est pas encore Carlos. Il est encore ce jeune homme fréquentant les quartiers étudiants de Paris, y appréciant les jolies femmes, les bars, la nuit
et les discothèques sud-américaines. À l'époque, nous avons eu ici beaucoup de personnalités. Seulement la personne que vous me demandez, on ne savait pas que c'était une personnalité à l'époque. Une triste personnalité. Carlos n'aura un nom et un visage qu'à partir du 27 juillet 1975, quand il abat 2 policiers de la DST venus l'arrêter rue Toulier. En 1979, dans une longue interview au journal arabe El Watan El Arabi, il expliquera que l'opération ne lui a pris que 6 secondes. 1982, le sang coule à nouveau, c'est l'attentat de la rue Marbeuf, 1 mort et 63 blessés. Je sais pas, c'est assez impressionnant à raconter. Même maintenant. Même maintenant. On n'aime pas y repenser. On n'a pas envie d'y repenser. Pour tous ceux qui n'ont pas pu oublier le passage de Carlos à Paris, son retour aujourd'hui est un douloureux souvenir et un soulagement. 22 avril 82, Paris, rue Marbeuf. 1 mort et 63 blessés. L'attentat jamais revendiqué reste pourtant le seul dossier qui ait permis aujourd'hui au juge Bruguière la mise en examen de Carlos. Seulement 12 ans après les faits, le 7 juin dernier, grâce à des éléments nouveaux fournis par la Hongrie, aujourd'hui plus généreuse avec ses archives qu'à l'époque du rideau de fer. Mais le juge Bruguière ne peut entendre juridiquement le terroriste pour les autres dossiers. Des dossiers dont les avocats des victimes ont réclamé la réouverture quelques semaines avant l'arrestation de Carlos. On avait demandé il y a 3 semaines la réouverture des dossiers du Capitole et de la gare Saint-Charles. Je pense que ces dossiers seront réouverts. Et d'après mes calculs, Carlos devrait être impliqué dans au moins 5 affaires. D'autant que vous avez eu des éléments nouveaux récemment? Oui, le juge d'instruction avait rendu visite aux autorités est-allemandes et le rapport de la Stasi d'une part et des services secrets hongrois d'autre part ont permis, à mon avis, des avancées significatives dans l'affaire du Capitole et de la gare Saint-Charles. 2 affaires qui n'ont abouti qu'à des non-lieux, faute de preuves. 2 attentats, l'un contre le Capitole en mars 82, 5 morts, l'autre à Marseille, gare Saint-Charles, en 83, également 5 personnes tuées. Pour la réouverture de ces 2 dossiers, les charges nouvelles nécessaires au juge Bruguière sont en sa possession, grâce à la Stasi, la police politique de l'ancienne Allemagne de l'Est, qui a donné la copie de notes échangées entre les membres du groupe terroriste mettant en cause Carlos. Reste l'affaire de la rue Toulier, où 2 agents de la DST ont été tués à Paris en 1975. La condamnation par contumace du terroriste doit être notifiée par le parquet pour le rejuger. Aujourd'hui, la chancellerie, le procureur général Bruno Cotte et la Chambre des affaires criminelles et des grâces se sont réunis pour savoir quelle solution juridique adopter. Une décision devrait être prise jeudi. Carlos a donc passé sa 2e nuit en prison. Le terroriste, mis en examen hier par le juge Bruguière, a été placé sous mandat de dépôt. Carlos est détenu sous le régime ordinaire à la prison de la Santé. Mais pour ce prisonnier peu ordinaire, les syndicats de gardiens de prison demandent plus de moyens. Claude Sampère et Jean-Paul Miotto. Un DPS, un détenu particulièrement surveillé. Carlos vient de passer sa 2e nuit à la maison d'arrêt de la Santé à Paris. 3e division dans un quartier spécial, le quartier d'isolement. Carlos est au rez-de-chaussée. Au 2e étage se trouve le docteur Garetta et Paul Touvier. Ici, tout est fait pour que les détenus ne se rencontrent jamais. Il faut donc 4 personnels de surveillance non gradés plus un gradé en permanence donc, pour Carlos et donc pour la mesure d'isolement. Chaque fois qu'il fait un mouvement en dehors de sa cellule, il doit être accompagné par nos collègues que je viens de citer. Donc à partir de là, 4 surveillants plus un gradé pour simplement une personne, ça fait beaucoup quand on sait qu'il y a énormément de détenus donc à s'occuper. Ceci dit, ça fait partie de notre boulot, simplement il nous manque des effectifs et c'est ce qu'on réclame depuis des années. Et au-delà, c'est le problème des structures et ce que nous souhaitons depuis toujours, des établissements spécialisés pour garder effectivement ce genre d'individus particulièrement dangereux pour la société. Et notre job, c'est de le garder et de le garder en toute sécurité. Pour le reste, Carlos est soumis à un régime de détention ordinaire, radio, télévision, cigarettes, boissons non alcoolisées. En revanche, il est seul en promenade et il peut déjeuner à la cantine, mais en horaire décalé. 2 fois par semaine, il recevra la visite d'un médecin qui peut émettre un avis sur le maintien ou non en isolement. Selon le ministère de la Justice, la santé offre toutes les garanties de sécurité et l'avantage d'être proche du palais de justice. Carlos devrait donc y rester jusqu'à son procès.
pressé, maître Sédic, pressé de rassembler suffisamment d'éléments auprès de Carlos pour tenter de prouver qu'il y a eu enlèvement. L'enlèvement, souci numéro 1 de son avocat, plus préoccupé pour l'instant par cet aspect du dossier que par les faits reprochés à son client. Le fond du dossier, vous savez, si c'est pour discuter de la fête de l'attentat de la rue Marbeuf, vous en connaissez les tenants et les aboutissants. Monsieur Ramirez Sanchez a dit être étranger à cet attentat. Balayé d'un revers de main l'attentat de la rue Marbeuf, Carlos semble apparemment toujours aussi serein face au risque qu'il encourt. Et pourtant, l'étau se resserre sur Ilitch Ramirez Sanchez. Mais là encore, son éventuelle implication dans les attentats du train Toulouse-Paris en 1982 et dans celui de la gare Saint-Charles à Marseille en 1983 ne lui aurait fait ni chaud ni froid. Je lui ai dit, ça l'a fait sourire. Et ça l'a fait rire parce qu'il ne comprend pas. Sur ce point, il est très tranquille. Je pense qu'on attribue beaucoup de choses à Carlos. Non, Carlos n'a pas l'air très inquiet par tout ce que la justice française lui reproche. Son souci ce matin, éviter qu'on ne le réveille toutes les 20 minutes durant les rondes de nuit. Il est fatigué et voudrait dormir. 15 septembre 1974, Drugstore Saint-Germain à Paris. En fin d'après-midi, une bombe explose, 2 morts, 34 blessés. Ce jour-là, Anne Nichols était venue acheter des journaux. La grenade est tombée vraiment au ras de la caisse là. Et moi j'étais derrière il y a un genre de poteau qui est là au milieu. J'étais là. Et puis bon après il y avait de la glace partout, des morceaux de verre, des gens qui criaient. Et moi-même, donc, j'ai vu que mon corps était totalement déchiqueté, surtout les jambes et les mains et les bras. Anne Nichols passe ensuite 2 longues années à l'hôpital. Elle s'en sortira sans séquelles graves. Fin 79, Carlos revendique l'attentat. Mais en 1983, l'instruction judiciaire est close par un non-lieu. 11 années passent et Carlos est arrêté cet été. Anne Nichols s'adresse aussitôt à SOS Attentat pour savoir si, malgré la prescription, le dossier peut être rouvert. Cet attentat était prescrit. Alors, je trouvais quand même que Carlos devrait être jugé pour cet acte. Hier, Carlos a été assigné à comparaître devant le tribunal civil de Paris. Il ne pourra être condamné qu'à verser des indemnités aux victimes, mais cette procédure est le seul moyen de contourner la prescription pénale. Nous savons bien, si vous voulez, que Carlos, sans doute, ne paiera jamais les dommages et intérêts auxquels il sera condamné envers les victimes, mais il convient que là aussi la justice passe, et il est encore temps, et nous avons profité de cette opportunité que nous offrait la loi pour le faire. Qu'elles soient indemnisées ou pas, et quel que soit le tribunal, les victimes veulent avant tout que Carlos réponde enfin devant les juges de l'attentat qui a bouleversé leur vie. Allemagne de l'Est et Suisse, les deux nations qui ont bénéficié de cette première soirée sur le vélodrome de San Cristobal. À ce championnat du monde cycliste, les médailles françaises se font rares. En fait, une autre course-poursuite vient de commencer, une chasse, dont Carlos est le gibier. Il était le seul à pouvoir s'en douter. Heureux hasard de l'époque, le directeur de l'équipe de France était un ancien des services spéciaux. Quelques mois avant l'épreuve sportive, à Berlin, un ex-collègue lui avait tenu une curieuse conversation. Et à un moment donné, il m'a dit, il y a le cas Carlos, est-ce que, le cas échéant, tu accepterais de nous aider? Naturellement, ma réponse a été oui, mais c'est tout. 5 agents français traquent le célèbre terroriste sur ses terres. Parmi eux, un certain Max, Philippe Rondeau, de son vrai nom. Il guette tout signe que pourrait donner Carlos à son père, que l'on voit ici, comme au reste de la famille. La chasse a débuté. Depuis 2 ans déjà, les services sont en alerte. À lui seul, le dossier français est volumineux. Peu à peu, les recherches vont montrer qu'un même homme peut se cacher derrière une série d'attentats. Les bombes devant les journaux L'Aurore, L'Arche, Minute et la Maison de la Radio. Des grenades lancées au drugstore Saint-Germain, 2 morts, 34 blessés. Rue Toulier, 2 hommes du contre-espionnage assassinés. De même que leur indique Michel Moukarbal. Et surtout la prise d'otage de 70 personnes à Vienne,
Les 11 plus importants ministres du pétrole sont là. 24 heures après, en quittant l'Autriche, Carlos salue chaleureusement ceux qu'il libère. Il laisse derrière lui 3 morts et l'un de ses lieutenants, Hans-Joachim Klein, grièvement blessé. Il a survécu. Depuis 20 ans, il erre tel un soldat perdu. Il s'est repenti. Selon lui, Carlos fut sans pitié pour ses victimes pendant l'opération de Vienne. Alors que l'homme était donc hors combat, Carlos lui a vidé tout son chargeur dans le corps. C'était un massacre. De la pure frime. À son arrivée à Alger, Carlos libère ses derniers otages. Cette fois, il est filmé, photographié sous toutes les coutures. C'est lui qui court sur le tarmac. Il empochera plusieurs dizaines de millions de dollars. Le mythe Carlos est né. Après l'opération de décembre 1975, Carlos est plus que jamais dans la ligne de mire des services et de Rondeau en particulier. Ils accumulent des renseignements sur les trafics de faux papiers, les empreintes digitales du terroriste. L'information circule. Carlos agace ceux dont il se revendique, les Palestiniens, les extrémistes comme Georges Habash et en particulier Wadi Haddad, celui qu'il avait recruté le lâche. Carlos le Fedaïn devient un mercenaire. La traque se poursuit. Pour Carlos, les sanctuaires sont épisodiques un peu partout dans le monde. Au Proche-Orient, à l'Est, Budapest, Bucarest. Son ultime défi, faire libérer sa future épouse et un compagnon d'armes arrêté en 82, en France. Nouvelle succession d'attentats. Contre le Capitole, 5 morts, 77 blessés. Rue Marbeuf, 1 mort, 63 blessés. Ultime étape, Khartoum au Soudan. Depuis plusieurs mois, Rondeau suit le retraité Carlos pas à pas, jusque dans ses réjouissances nocturnes. 15 août 1994, Rondeau enlève Carlos et le livre à la justice. Cette traque aura duré au cours des 3 décennies. Elle se sera déroulée sous 3 présidences de la République jusqu'à son terme d'aujourd'hui, qui est le terme judiciaire. Et avec toujours à sa tête un seul et même homme, Rondeau, l'absolu contraire de Carlos. Lui, il fuit toute renommée médiatique. C'est aujourd'hui un retraité paisible. C'était en 1975 le patron de l'antiterrorisme à la DST. Jean Baklouti enquête à l'époque sur les réseaux palestiniens en Europe. Mais de Carlos, il ne sait encore rien. Tout commence avec la filature de cet homme, Michel Moukarbal, un Libanais. La DST le surveille, le photographie même, sans le savoir, ici en compagnie de Carlos. Puis l'interpelle et l'interroge. Moukarbal ne parle très peu à ce moment-là. Il a tout juste donné son identité, il n'a pas reconnu sa mission et il refuse de nous donner des renseignements que je qualifierais d'opérationnels. Puis, sous la menace d'une expulsion, Moukarbal parle. Il livre le nom de l'inconnu de la photo, Carlos, et guide les policiers vers la rue Toulier, dans Paris. Dans l'appartement, les inspecteurs de la DST trouvent des étudiants sud-américains et Carlos, qui, désigné par Moukarbal, tue son complice libanais et abat froidement les 2 fonctionnaires de police. Les hommes de Jean Baklouti n'étaient pas armés ce soir-là. L'opération a été on ne peut plus mal montée. Peut-être, c'est vrai, qu'on aurait dû prendre d'autres précautions, mais vous savez, pour un flic, c'est après coup très souvent qu'on s'aperçoit qu'il y a une bavure et qu'on n'aurait pas dû faire comme cela. Mais voilà, Carlos s'est échappé. Seule chance pour la police, il a laissé des empreintes. Sa traque commence. 22 ans après, Carlos et ses avocats dénoncent un complot politique. Ils s'appuient sur les confidences d'un ancien agent des services secrets israéliens qui affirme que le Mossad était présent rue Toulier. La rue Toulier est un crime de haute trahison d'État. De hauts fonctionnaires français ont organisé, avec des agents du Mossad, qui représentent donc une puissance étrangère, la provocation de la rue Toulier pour entraîner la rupture des accords entre les organisations palestiniennes et l'État français. De sa cellule, il y a quelques semaines, Carlos a même écrit au président de la cour d'assises qui va le juger. Il dénonce dans cette lettre un complot sioniste. Jean Baklouti, lui, n'a ni admiration ni haine pour ce terroriste qu'il a traqué pendant 15 ans. Il suivra simplement le procès avec attention.
Dernière journée du procès de Carlos à Paris. Les plaidoiries des avocats de la défense ont commencé ce matin. Le verdict est attendu en fin de journée. Hier, l'avocat général de la cour d'assises a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Illich Ramirez Sanchez. Agnès Varamian, Bruno Livertou. Aux dernières paroles de l'avocat général, Carlos a applaudi. Applaudi et félicité celui qui venait de demander la prison à vie contre l'accusé. Pour ses avocats, ce n'était pas une surprise. Il n'y a rien d'inattendu et je crois que si l'avocat général avait pu, il aurait requis la peine de mort. Votre décision ne sera pas une décision de guerre ou de vengeance, mais simplement l'application de la loi de la République. Ces mots de l'avocat général ont semblé soulager les familles touchées par le comportement de Carlos. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que Carlos, effectivement, comme l'a dit l'avocat général, ne nous ait pas dit, voilà, j'ai tué votre père, j'avais de bonnes raisons pour le faire, je le regrette, je ne le regrette pas, mais je l'ai fait. Ça n'est pas un être humain qui ressent, comme tout être humain, un respect de son prochain. C'est un faux, j'allais dire une bête. Carlos ne voulait pas de ce procès, prétendait se défendre seul. Depuis ce matin, sans stratégie véritable, ses avocats commis d'office plaident pour lui. La défense a tenté de jeter le trouble sur la présence rue Toulier ce soir-là de Carlos. Elle a aussi fait part de ses doutes sur l'opération de la DST. On vous cache quelque chose, ont plaidé les avocats. Carlos lui écoute, mais un peu distrait et sans conviction. Il attend la plaidoirie politique, celle qui fera de lui un combattant révolutionnaire, un héros. Mais Carlos sait déjà qu'il a perdu la partie. C'est la nuit dernière, après 15 jours de procès, que le terroriste Carlos a finalement été condamné à la prison à perpétuité pour le triple meurtre de la rue Toulier en 1975 à Paris. Après ses défenseurs, Carlos en personne s'est lancé dans une invraisemblable plaidoirie de plus de 4 heures, mais qui finalement n'a pas influencé les jurés. Agnès Varamian, Bruno Livertou. Il est tard, mais ils esquissent un sourire. Ce verdict, les fils des victimes l'attendaient depuis 22 ans. Apaisés, ils ne sont pour autant pas satisfaits. J'aurais quand même aimé entendre « j'ai tué votre père et pour telle raison ». Ça, je ne l'ai pas entendu. J'espère que Carlos l'a dit, il y aura une suite à ce procès. J'espère qu'un jour je l'entendrai. Il tourne autour du pot, il ne veut pas aborder les faits. Et il n'assume pas ce qu'il a fait. Parce qu'il a honte de ce qu'il a fait par rapport à ses idéologies. Pendant ce procès, Carlos n'a pas nié, n'a pas avoué non plus ses crimes. Il n'a simplement pas voulu coopérer avec cette justice qui l'a condamné, dit-il, par avance. C'est un combattant communiste que l'on a voulu condamner et c'est à ce titre-là qu'il peut considérer que cette condamnation confirme le caractère exclusivement politique de cette procédure. Pour autant, les avocats de Carlos, commis d'office, ont soulevé des incohérences, des manques, comme l'absence de témoins à la barre. C'est un peu dommage que le procès Carlos ait été expédié en 8 jours au pas de charge par la cour d'assises de Paris, parce que je crois qu'on a montré qu'il posait beaucoup de questions. C'était la première condamnation de Carlos qui est mise en examen dans 4 dossiers de terrorisme encore à l'instruction. Après le verdict, le rideau est tombé. La représentation de Carlos était terminée, la salle s'est vidée, le jury est parti. Une autre audience a commencé, civile celle-là, sans enjeu. Et nous avons assisté à un moment de vérité. Un avocat de la partie civile s'est approché de Carlos, tout près, pour lui demander « Mais pourquoi ne pas avoir avoué les crimes de la rue Toulier ?» Carlos a alors répondu « Parce que ce n'était pas une manière de faire le procès. » Puis il a insisté, la rue Toulier n'était pas un attentat, c'était une arrestation, avons-nous compris, à laquelle il s'agissait de résister. Puis Carlos a quitté le box en souriant sur ce qui ressemblait à un demi-aveu. L'attentat du drugstore Saint-Germain à Paris, c'était le 15 septembre 1974. Une grenade explose à l'intérieur du magasin. On relève 2 morts et 34 blessés. Principal accusé, Carlos, de son vrai nom Illich Ramirez Sanchez. À cette époque, il n'est pas encore connu. 1 an plus tard, il prend en otage les ministres du pétrole de l'OPEP réunis à Vienne. Carlos devient alors la figure de proue du terrorisme international. Pendant 20 ans, Carlos multiplie les attentats en Europe jusqu'en août 1994, quand il est arrêté au Soudan et ramené en France. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en décembre 1997 pour le triple meurtre de la rue Toulier, Carlos devait encore répondre de 5 autres accusations, dont l'attentat du drugstore Saint-Germain. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris a accordé un non-lieu à Carlos. Les juges estiment que le dossier ne contient aucune charge suffisante.
Un revers pour le juge antiterroriste Bruguière qui a instruit toute l'affaire. Ce soir, l'un des avocats de Carlos salue une première victoire de son client sur la justice française. De son côté, l'association SOS Attentat annonce son intention de se pourvoir en cassation, une démarche adoptée également par le parquet général de Paris. Une grenade vient d'exploser à côté de cette brasserie. La cible, un drugstore très fréquenté du boulevard Saint-Germain. Bilan 2 morts et 34 blessés. Un attentat revendiqué par Carlos dans un entretien publié en 1979. Et depuis, c'est le seul élément retenu à sa charge dans ce dossier instruit par le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. 24 ans après les faits, la Cour d'appel de Paris vient de clore cette affaire par manque de preuves, donnant droit à la requête déposée par ses défenseurs. Le principe, c'est la présomption d'innocence. Je ne vois pas pourquoi Carlos, comme Roland Dumas ou qui que ce soit, n'aurait pas droit à la présomption d'innocence. Je dis donc que les juges en ont eu assez, les juges de la chambre d'accusation en ont eu assez de servir d'alibi à des intérêts politiques qui ne sont pas ceux de la justice, à savoir la recherche de la vérité, et ils ont donc tranché. Pour l'association SOS Attentat, ce non-lieu est aussi inattendu que choquant. Elle entend d'ailleurs se pourvoir en cassation dès lundi pour vice de procédure. Il faut savoir que ces criminels ne peuvent pas rester impunis. Et qu'en mémoire des victimes de 1974 du drugstore, il est tout à fait inadmissible qu'ils puissent échapper à la justice pour un crime qu'il a revendiqué. Ce non-lieu ne bouleversera pas le sort de Carlos. En 1997, il est condamné à perpétuité pour l'assassinat de 2 policiers, un crime commis rue Toulier à Paris le 27 juin 1975. Bref, Carlos ne quittera pas la prison de la Santé où il séjourne depuis 1994, sans compter les autres procédures toujours en cours contre l'ancien chef terroriste.